et les LGG, exactement, le même principe. C'est-à-dire que vous avez un tableau 8.1. Alors on insiste un petit peu cette année puisque, jusqu'à présent, c'était plutôt des questions de supervision. C'était des choses qui pouvaient remonter au RS, puisque au RS, on avait des questions sur est-ce que le coût unitaire des LM et des LGG est cohérent. Cette année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des fichiers CSV d'Atipi sur les LM et les LGG. Donc, j'insiste un petit peu, mais c'est exactement le même principe que les SAC et les SCMT. Donc, le tableau qui calcule ce coût unitaire, c'est le tableau 8.1, où vous allez avoir donc de la même façon votre total de charge, de la même façon vos totaux duos, qui vont calculer votre coût unitaire entre 2021 et 2020. Là, la comparaison à la référence, vous avez des quartiles. Vous avez une mégane et une médiane. Une médiane. Vous avez la référence en médiane et vous avez le quartile le plus faible et le quartile le plus fort. Donc, c'est vrai que ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué cette année dans la mesure où certaines logistiques qui étaient facultatives deviennent obligatoires cette année. Donc, forcément, la comparaison N-1 risque d'être un petit peu plus compliquée. Et sur les logistiques également, sur les logistiques de SALP, on va avoir un petit peu de différence. Attention, juste donc une alerte. Les charges qu'on a sur les LM et les LGG, c'est donc le total des charges nettes, c'est-à-dire celles qui sont imputées en onglet 3SA, donc moins produits en atténuation, celles de l'onglet 4, mais également on est sous déduction des charges qui sont déduites au travers des charges indirectes retirées des LM et des LGG dans l'onglet 5, qui cette année s'appelle 5 charges indirectes, qui va donc déduire des charges au titre des budgets annexes et des activités subsidiaires, et cette année également des MIG et des sections hors études. Donc, ça vous donne le pendant de l'alerte qu'on a donné en V1. Si ces charges-là que l'on retient sont bien des charges nettes, donc nettes de ces charges déduites, ici, on est bien sur des UO qui doivent correspondre à ces charges. Donc, les UO en onglet 7, concernant toutes les activités annexes et activités subsidiaires et MIG et hors études, ne sont pas à déclarer dans vos UO, puisque les charges relatives à ces UO de tout ce, on va dire de tout ce hors champ MCO, enfin hors activité MCO, ne sont pas prises dans les charges. Ça, c'est un point important. Normalement, vous n'avez pas d'UO à avoir là-dessus. Et donc, ça va vous donner vos coûts unitaires. C'est aussi l'occasion de vérifier sur l'onglet 8.1 que vous avez bien renseigné les bonnes natures du haut, notamment que quand vous avez sur la LM autre une nature à renseigner, vous avez bien renseigné votre nature du haut. Et sur les onglets 7, vous avez aussi un autre onglet un autre tableau de contrôle qui contrôle que vous ayez bien mis les mêmes libellés sur cette champ et cette log. Donc, comme je vous le disais, sur l'onglet 5, par rapport à l'année dernière, vous aviez seulement les budgets annexes et les activités subsidiaires. Donc, cette année, on déduit en plus les MIG et les autres activités spécifiques MCO et les activités hors études. Certaines charges où auparavant vous pouviez les ventiler de façon directe sur les MIG et surtout sur les MIG recherche, vous ne pouvez plus les ventiler cette année en phase 3. L'idée n'est pas de modifier votre transcodage pour pouvoir ventiler en phase 3, mais de voir qu'en phase 5, certains comptes, effectivement, doivent être attachés à des logistiques, et c'est en phase 5 où vous allez venir les enlever
de la logistique pour les affecter dans les colonnes qui vont être tout à droite de l'onglet, qui vont être les colonnes de MIG et de recherche. Donc c'est pour ça que l'onglet 5 est beaucoup plus volumineux en nombre de lignes, puisque là où avant, quand vous déduisiez des charges en onglet 5 au titre des activités subsidiaires, vous aviez uniquement les charges de personnel et une ligne autres dépenses, alors que cette année, vous avez toutes les charges de personnel, donc plus le sage-femme, et plus un certain nombre de comptes. Tout ceci représente au total une dizaine de comptes, et cette dizaine de comptes se rapporte sur 3 logistiques qui sont les logistiques de SACG, les logistiques de SALP et la DSI. Donc, par exemple, l'année dernière, vous pouviez mettre des coûts informatiques sur les MIG. Cette année, les coûts informatiques restent bien sur la DSI et c'est au travers de la DSI que vous allez les enlever de vos MIG. Attention, 2 choses. Donc, sur la phase 5, vous voyez que des sous-totaux par phase ont été ajoutés. Il y a un bug qui est connu qui va être corrigé, que dans le report en bas d'onglet 5, ce sous-total pour certaines sections est doublonné. Donc, a priori, l'ATIH nous a indiqué que les tableaux de contrôle étaient justes, que le doublon se faisait que sur l'onglet, que sur les montants que vous voyez apparaître en haut d'onglet 5, sur les reports, mais que le calcul dans les tableaux de contrôle était bon et ce bug doit être corrigé. Nous, on a remarqué également qu'a priori, il y a certains comptes qui sont quand même ouverts en phase 3 en MIG, mais qui peuvent être déduits en phase 5. Donc, faites attention de ne pas faire le doublon, de ventiler le montant sur la MIG en phase 3 et de venir ensuite le déduire de la logistique en phase 5. Parce que là, pour le coup, vous allez vous pénaliser en déduisant 2 fois des montants. C'est bon, je pense que j'ai dit tout ce qu'on avait pensé là-dessus. Donc ensuite, sur les charges nettes, là, je passe très très vite. C'est le même exemple, c'est-à-dire qu'on vous a sorti un exemple avec des charges ventilées sur les sections de logistique où on a 3,4 millions de charges ventilées. On a déduit au titre des activités subsidiaires dans les prestations accompagnant 6 000 euros de services hôteliers sur la ligne personnel autre de services hôteliers. Et donc, on retrouve bien ici plus que 3,4 millions puisque on est sur ce montant précédent moins les 6 000 euros. Donc, on retrouve bien ce montant de 3 millions 4 à ventiler, à répartir, qui va se répartir par rapport aux UO que vous aurez renseignés ici. Donc, on a bien ici un onglet bien rempli, on a bien la bonne nature du haut qui est les mètres carrés, on a bien les mètres carrés qui n'incluent pas donc les mètres carrés des prestations accompagnants et on est bien en charge nette sur hors prestations accompagnants. Après, les coûts que l'on peut avoir donc sur les comparaisons par rapport à la référence. Donc là, on a notre coût de charge nette, on est sur notre tableau 8.1, on a notre coût de cette année, notre coût de l'année dernière, et on a notre comparaison à la référence avec l'écart que je vous indiquais. Donc là, on voit qu'on a un coût qui a augmenté de 10%, avec des charges qui ont augmenté de 10% et des UO qui sont stables, ce qui est assez cohérent sur une UO de mètres carrés. Donc, de la même façon, l'évolution des coûts de LM et des LGG, ça va être par rapport à N-1, l'évolution, et vous allez avoir le tableau qui est le plus intéressant sur les tableaux 8, c'est le tableau qui va vous donner la comparaison entre, alors on le voit peu ici, en fait, vous avez la comparaison pour chacune des logistiques, des montants qui sont déduits en phase 5 de chacune des logistiques et vous avez un détail pour chacune des activités. Donc ça, ça va être compliqué cette année parce que du coup, on va avoir plus de lignes que l'année précédente. Donc ça va être un petit peu compliqué de remettre les choses en face. Par exemple, ceux qui ne suivaient qu'une UO pharmacie, ils vont retrouver leur pharmacie décalée sur pharmacie hors reconstitution.
Et puis, ils vont avoir leur détail de pharmacie reconstitution. Donc là, ça va être un petit peu différent, mais ça va vous permettre de retrouver, donc sur les pharmacies et sur toutes ces sections de logistique, si cette année vous suivez deux DSI, si cette année vous suivez bien toutes les SALP et LGG attendues, les comparaisons vont être un petit peu différentes. Mais ce tableau vous permet de vérifier que ce que vous avez déduit, c'est-à-dire est-ce que l'année dernière vous avez déduit, enfin, est-ce qu'il y a des montants plus importants qui ont été déduits cette année sur la LM pharmacie au titre des activités subsidiaires que l'année dernière, et du coup savoir si c'est bien justifié ou si vous avez commis une erreur. Ensuite, les comparaisons des nombres du haut. Depuis l'année dernière, on a une comparaison qui a amené beaucoup de recommandations l'année dernière, qui était de vous dire, puisque pour ceux qui l'avaient complété, en onglet setlog, si vous avez renseigné les kilos de linge et les repas en onglet setlog par section, ce qui est facultatif, mais pour ceux qui le complètent, du coup, on a depuis l'année dernière un tableau qui nous permet de connaître le nombre du haut par jour et pour chacune des sacs. Donc ça a soulevé beaucoup de questions et beaucoup de recommandations sur le contrôle des UO. Donc ça, c'est sur ce tableau-là que vous allez pouvoir le voir. Et donc voilà sur tout ce qui était LM et LGG. Depuis l'année dernière, on a donc le calcul des coûts unitaires des consultations sur les consultations externes. Donc exactement le même principe, vous retrouvez de la même façon vos charges nettes plus vos LM, etc. Le nombre du haut, c'est ce que vous avez déclaré en onglet DA, et vous avez votre calcul de coût unitaire. Donc tout ceci est relativement classique. La seule alerte qu'on peut faire, c'est attention, donc vous avez pareil des tableaux 12 qui vous font la décomposition des coûts. Attention, beaucoup d'établissements l'année dernière n'ont mis que des charges de personnel, voire même que des charges de PM sur les consultations et les soins externes. Donc là, on attire votre attention. Normalement, ben, effectivement, on ne s'attend pas à avoir des DMI sur les consultations. Par contre, on s'attend quand même à avoir un peu de consommables. On s'attend, alors effectivement, c'est peut-être pas forcément très significatif, mais normalement, on a un peu de matériel, un petit peu de matériel médical, on a des tables, enfin voilà. Donc faites attention aux charges que vous ventilez, vérifiez l'exhaustivité de vos charges, puisque ben, effectivement, au fur et à mesure du temps, on va peut-être être un petit peu plus challenging sur ce type de choses. Maintenant, un petit focus sur les établissements qui font la dialyse, sur les tableaux de contrôle de dialyse. Donc, les tableaux de contrôle de dialyse, les premiers sont des tableaux communs avec le champ MCO. Les suivants, les tableaux 7, sont des tableaux qui ne sont disponibles que pour les établissements réalisant uniquement l'ENC sur la dialyse. Alors, votre particularité, c'est que vos SANT de dialyse sont en séance et non en ICR. Donc, sur le tableau 6.2 qui va marquer l'UO attendu, vous allez avoir UO ICR alors que vous serez en séance. C'est normal que vous soyez en séance. N'allez pas vous mettre en ICR parce que le tableau 6.2 met une UO attendue ICR. Ensuite, le premier tableau qui est important de regarder, c'est le tableau 6.4.1 qui va rapprocher donc les UO que vous avez renseignés en onglet DA, c'est-à-dire théoriquement vos nombres de séances réalisées sur l'exercice, avec les UO renseignés dans votre fichier de Aramis, puisque établissement de dialyse, vous êtes forcément en fichier 2, et normalement, du fait qu'il ne peut pas y avoir d'écart de cut-off entre ce que vous avez, enfin ce que vous facturez et ce que vous avez produit, on s'attend ici à avoir des écarts à zéro ou alors des écarts à expliquer.
il arrive que vous soyez obligé pour votre fichier 2 de d'indiquer des choses qui ne correspondent pas vraiment à des séances de dialyse. Mais pour que votre fichier 2 passe sur la plateforme, il faut qu'il cale avec votre PMSI. Donc, quand vous connaissez vos séances de dialyse produites et que vous avez un écart par rapport à votre, ce que vous êtes obligé d'envoyer en fichier 2, il faut que vous puissiez l'analyser. Donc cet écart, là, par exemple, sur cet établissement où on a un écart de 100, là, en l'occurrence, je le connais, c'est-à-dire que c'est l'établissement sait qu'il ne fait sur le domicile que 264 séances, sauf que sur ces 264 séances, il a également des forfaits tierces personnes et que la façon de mouliner le forfait tierce personne dans le PMSI fait que le PMSI doublonne le nombre de séances en comptant une séance de dialyse et une séance tierce personne. Donc là, on sait que notre onglet Arcane est juste et il faut qu'il soit juste puisque c'est lui qui va envoyer le coût unitaire de la séance. Toujours pareil, hein, comme on avait le 5.1, le 6.1, le 8.1, on va avoir un tableau 7.1, enfin on a le tableau 6.1 qui nous donne le coût unitaire de la SAMT. Et donc pour que notre coût unitaire soit juste, il faut que nos UO en onglet DA soient justes. Mais si on a un écart avec Aramis, on est obligé de l'expliquer. Donc, l'objectif, c'est bien que votre fichier 2 soit cohérent avec le PMSI, que vous puissiez faire ce rapprochement et que si problème il y avait, vous puissiez, au fur et à mesure du temps, voir comment améliorer votre PMSI s'il y avait une problématique de PMSI. Donc là, ben, on a, alors attendez, ici, j'ai des UO en fichier 2 légèrement supérieurs à mes UO au PMSI et mon écart qui est au global de 154, enfin de 180 et quelques séances se répartit entre les factures avec une seule séance par facture ou une seule modalité par facture ou les séances avec plusieurs forfaits sur la même facture. Et là, c'est là où il faut faire cette analyse. Ensuite, il faut le deuxième tableau, c'est celui où on va rapprocher la nature, le type de séance du PMSI avec la SAMT sur laquelle vous avez rattaché la séance. Donc, ici, on va retrouver là le type de séance dans le PMSI, comment elle a été facturée. Et ici, on va retrouver la SAMT, le libellé de la SAMT sur lequel elle se rapproche. Donc là, on va avoir, en l'occurrence, ici, je suis sur une SAMT de centre lourd. Ici, je suis bien avec des GHS 9613, donc sur des séances qui vont bien. Et par contre, ici, j'ai un truc qui est en orange parce que j'ai un écart par rapport à mon indication au PMSI. C'est-à-dire que j'ai une séance ici, pardon, j'ai une séance 9613 qui apparaît en centre lourd et la 9613, bah, normalement, comme je suis sur un centre lourd, je devrais avoir une 9605. Donc là, ça indique qu'il y a une séance 9613 qui a été envoyée sur un centre lourd et ce n'est pas ce qu'on attend. Et là, bah, on va avoir une justification, c'est l'établissement qui va dire oui, cette séance, je l'ai comptée, c'est une séance de transfusion et elle est bien faite dans le centre lourd, donc elle est bien. Après, les séances qu'on peut vous accorder qui ne soient pas dans la bonne SAMT, c'est quand vous avez relativement peu de séances d'une technique. Le seuil est fixé à 20 séances, où on se dit sur cette technique-là, ça va être quand même compliqué de suivre des coups justes puisqu'on n'a que 20 séances. Donc, on va laisser l'établissement raccrocher ces séances au fichier 2 sur la SAMT la plus proche. Alors, ça va être selon ce qui est le plus cohérent, soit la SAMT la plus proche géographiquement, c'est-à-dire, ben, ce n'est pas la bonne technique, mais c'est là que ça a été fait, soit la technique la plus proche. Le plus cohérent, c'est quand on a les forfaits et forfaits minorés
où là, ça vient sur la même SAMT. Donc là, à ce moment-là, on aurait la même chose. On aurait, tu es en train d'envoyer une séance de forfait minoré sur une SAMT de séance forfait non minoré. Et là, ben, c'est à vous de voir avec votre superviseur si vous êtes dans les seuils qui permettent d'accepter ça ou pas. Ce tableau 7.2, l'écart qui est ici, la correspondance qui est ici, ne contrôle que la nature du GHS et pas le nombre. Vous voyez qu'ici, on sort en anomalie, alors qu'on est bien à 1 ici et à 1 ici. Donc, on a bien une séance qui est au PMSI et on a bien une séance qui est en fichier 2. Donc, c'est bien que les tableaux de contrôle 7.2 ne contrôlent que la nature, que le GHM, enfin le GHS de séance qui est codé. Et donc, on le voit ici, on a aussi un écart parce que là, en fait, on est justement au PMSI où on a codé quelque chose qui est du centre lourd plus éventuellement de la transfusion. Par contre, on a un fichier 2 où on a envoyé que des séances en 9605. Donc, on est bien juste, on a le bon nombre de séances, on a bien envoyé, notre nature de GHS est bien correcte avec, avec le type de SAMT qu'on a renseigné. Les tableaux 7.2 se décomposent entre ensuite simple forfait et multiforfait classique. Ensuite, le tableau 7.3, lui, va contrôler les charges que vous suivez au séjour. Alors, ça va contrôler est-ce que vous dégradez votre suivi au séjour en montant par section, et ça va contrôler quelles charges vous suivez au séjour par nature de dépense. Donc, c'est là où souvent on va mettre en exergue que votre suivi, il est très bon sur le domicile, mais beaucoup moins bon ailleurs. Donc, c'est là où votre superviseur va peut-être vous challenger en disant, ben, en gros, oui, je peux pas trop vous challenger parce que sur la charte qualité, vous respectez les taux de charte qualité, mais par contre, en fait, vous respectez juste parce que vous avez un très bon suivi sur une ou deux SAMT et que le reste est relativement peu ou mal suivi. Ça, souvent, sur les établissements de dialyse, on vous fait le rapprochement sur le tableau 2-3 de suivi global, où en fait, on regarde votre taux de suivi global sur votre volume de charge. Et c'est vrai que sur les établissements de dialyse, on attend quand même un suivi significatif parce que sinon les techniques sont très très peu différenciées sur tout ce qui est enfin, charge médicale. Donc là, vous allez l'avoir, souvent vous avez une remarque du superviseur sur le tableau 2-3 et vous avez souvent une remarque du superviseur ici. Ensuite, on a le tableau 7.4 qui permet de voir ce que vous suivez et avec les montants minimum et maximum. Donc, c'est vrai que ça permet de contrôler les montants à zéro, ça permet de contrôler que vous n'ayez pas fait de choses linéaires. C'est-à-dire que si vous me prenez votre charge comptable, que vous la divisez par le nombre de séances et que vous faites votre suivi au séjour là-dessus, ça va se voir assez vite comme le nez au milieu de la figure. Et puis, souvent, votre superviseur vous demande un petit peu de valider les montants maximum pour s'assurer qu'en construisant votre fichier 7, il n'y a pas eu un problème de virgule ou de zéro qui fasse qu'on ait un montant maximum incohérent. Donc, voilà sur les établissements de dialyse, les particularités des tableaux 7. Sauf s'il y a eu des questions en cours de route, on va passer sur l'analyse des GHM. Voilà, eh bien, il n'y a pas eu de questions en cours de route et on Il n'y a pas eu passe de sur soucis. l'analyse des GHM. Merci Nathalie. Et du coup, tu vas être à la manœuvre pour changer les slides. Oui, oui, Euh, madame. donc, on passe à cette analyse de GHM qui est finalement c'est le clou de toutes les analyses précédentes, puisque on va la regarder, comprendre, analyser les coûts des séjours, finaux, qui sont passés dans les différentes sections sur lesquelles on a fait une analyse justement de coûts pour permettre d'analyser derrière
eh bien, la consommation par les différents séjours de ces différents coûts. Donc, on a une série de tableaux de contrôle qui est la planche 11, sur lequel il y a différentes choses qui sont présentées. Le tableau de contrôle 11.1 présente le case mix de l'établissement qui est incomplet parce que il n'y aura là-dedans que 80% en coût global, en charge globale des GHM et 80% en nombre, donc en effectif de séjour. Finalement, tous ceux qui sont peu coûteux et qui sont en nombre très très infime, eh bien, ne vont sûrement pas être repris dans ce tableau de case mix. Dans ce tableau, on va avoir le nombre de séjours de 2020, le nombre de séjours de l'année, en fait, avec sa répartition dans le case mix, c'est-à-dire qu'on va avoir les séjours les plus nombreux avec le taux de ce GHM dans l'ensemble du case mix. On va avoir le nombre de séjours de N-1 et son taux de répartition. On va avoir les DMS, les durées moyennes de séjour de l'année et de l'année précédente, ainsi que la DMS nationale, donc de l'année précédente bien sûr, et puis les DMS de Réa sont intéressantes à analyser parce que souvent, évidemment, ces DMS justifient qu'on soit un petit peu en écart par rapport à la référence ou par rapport à l'année précédente. Et puis ensuite, on a les coûts moyens, justement, les coûts bruts moyens de chacun des GHM, qui sont moyens parce que c'est l'ensemble de vos séjours, la moyenne de l'ensemble de vos séjours qui ont été codés dans ce GHM-là, groupés dans ce GHM. Et puis, il y a donc le coût moyen de l'année précédente et le coût du référentiel pour le même GHM. Après, on a deux colonnes d'écart et puis la dispersion du coût qui est donc l'écart type finalement des coûts dans ce GHM divisé par le coût du GHM de l'année N. Ensuite, de dernière colonne, un indicateur de fiabilité sur la référence, puisque c'est vrai que plus les établissements ont des coûts dispersés, moins eh bien, la référence sera pertinente et donc fiable. Et donc, il y a une catégorisation comme ça entre bon, correct et puis mauvais, qui veut dire que c'est tellement dispersé qu'on craint que ce soit pas tout à fait juste. Donc là, ce tableau, il permet de regarder les GHM qui ont le plus grand effectif de séjour. C'est l'axe 2, donc qui est encadré rouge, là, en colonne, et qui aurait des coûts qui seraient soit en évolution, soit en écart avec la référence. Il permet aussi de déceler ceux qui ont un coût très élevé, donc les GHM les plus coûteux, et qui seraient en écart, soit avec la référence, soit en évolution avec l'année précédente. Donc finalement, là, on va identifier le poids de nos GHM, et en nombre et en poids, qui sont en atypie finalement. En atypie soit avec N-1, soit en atypie avec la référence. Ils seront surlignés en jaune, ces atypies seront surlignées en jaune quand elles dépassent, quand l'écart dépasse 30% et jusqu'à 50% par rapport soit à N-1, soit par rapport à la référence. Et ce sera surligné en orange quand l'écart ou l'évolution sera supérieur à 50%. On peut passer à la suivante, Nathalie. Donc, je viens de vous le dire, donc les évolutions, les écarts significatifs sont donc signalés. Alors, ils sont signalés non seulement dans le tableau de contrôle lui-même, mais aussi en toutes lettres
en haut du tableau de contrôle. On vous dira donc que vous avez X séjours qui représentent X% en atypie de plus ou moins 50% par rapport à N-1 ou la référence. Donc, non, je n'ai pas fini là pour le coup. Les tableaux de contrôle qui suivent, donc le 11.2 qui va permettre d'analyser plus précisément la DMS de Réa parce que c'est un zoom sur les GHM qui ont de la Réa, que ce soit qui sont passés par la Réa, que ce soit pour l'établissement en N ou en N-1, ou bien pour la référence. Donc dès lors qu'il y a une DMS de réanimation, qu'elle soit dans la référence ou dans l'établissement, il y aura ce tableau 11.2 qui va être affiché. Donc, on va pouvoir la regarder particulièrement les GHM avec réanimation, puisque ce sont finalement des séjours forcément lourds qui vont présenter potentiellement soit de la dispersion, parce qu'il va y avoir des séjours très longs, des séjours moins longs, etc. Et donc, on va pouvoir là un petit peu zoomer sur les écarts dans ces GHM-là qui seraient dus à la DMS. Dans les tableaux qui suivent ensuite, on a le tableau 11, 4, 2 et les suivants. On va avoir la décomposition du coût brut moyen de chacun des GHM qui ont été signalés en atypie de plus de 50%, soit on va avoir des tableaux qui vont donner NN-1, les évolutions significatives de plus de 50% de tous les GHM concernés, et d'autres tableaux qui vont donner les écarts en montant et en pourcentage des GHM en atypie, donc de plus de 50%. Voilà, je pense que là, on a tout dit. Le pendant de ce tableau 11.1 qui traite que les hospitalisés, donc c'est que des GHM de séjour, il y a donc un tableau de contrôle 11.3 qui présente là le CASMIX des séances, donc des GHM séances, et qui va être présenté à peu près de la même manière, hein, votre CASMIX séance, en nombre de séances, la répartition des séjours, des séances en pourcentage en fait, hein, donc c'est classé, alors là pas en axe 1, axe 2, là on va avoir exclusivement une série de GHM séances, votre CASMIX, et avec du coup son classement en effectif, puisqu'on a le poids finalement de chaque GHM en nombre de séances. Donc on a N, N-1, le coût brut moyen, N, N-1, le coût du référentiel, et puis les écarts, la dispersion du coût et l'indicateur de fiabilité. Là, par exemple, on ne voit pas bien dans les tableaux, mais on a des séances de chimiothérapie pour tumeur en séance, 20 606 séances en 2000, on va dire 20 là, c'est le plus grand nombre de séances. J'ai aussi de la radiothérapie, du coup, sur des séances en 28Z, 18Z et en 28Z, 18Z, mais avec deux GHS différents, le 9622 et le 9625, qui justifient qu'il y ait les deux lignes. Et là, on s'aperçoit dans ce tableau qu'on a des écarts à la référence et des évolutions NN-1, et bien sur, par exemple, l'irradiation du coup du 28Z, 11Z, notamment en GHS 9621, on a 2978 séances. Bon, ça représente que 4% des séances de l'établissement, mais on est en évolution de 45% et en écart à la référence de 42%. Donc, on voit bien que l'année dernière, on devait être assez synchrone avec la référence et que cette année, l'évolution significative du coût brut moyen
eh ben, génère cet écart aussi à la référence qui est quasi identique. On est dans un indicateur de fiabilité correct. On a beaucoup de dispersion parce que 65%, c'est quand même assez important. Donc là, on va peut-être creuser, on va aller voir qu'est-ce qui fait que cette année, bah, tout d'un coup, mon coût mon brut moyen a évolué de 45%. Voilà, donc on va procéder un petit peu comme ça en allant voir les évolutions qui sont surlignées. Tous les tableaux là qui suivent, les 11.5 sont pareils que les 11.4 pour les hospitalisés. Tu as changé un peu tôt, Nathalie. Les 11.5 donc qu'on vous affiche en bas permettent d'avoir tous les écarts décomposés du coût brut moyen. Donc là, c'est des écarts en montant et en pourcentage qui sont par catégorie de charge, hein, qu'on soit dans les 11.4 ou les 11.5, dans les tableaux de contrôle. On va avoir les charges directes, les SAC, les SMT, l'ALM, la LGG, voilà. On va avoir que des grosses catégories. Et maintenant, du coup, on va passer au slide suivant. Et là, en fait, on vous présente finalement eh bien, tous ces fichiers qui ont été ajoutés, complémentaires, qui vont vous aider à analyser justement, quand on a cerné des atypies, comment aller voir, comment aller creuser d'où ça vient, cet écart ou cette évolution qu'on a d'une période à une autre. Donc là, on a un fichier qui s'appelle, avec votre finesse 2021 ENCMCO GHM parcours. Donc en fait, le par SA, c'est du coup le parcours par SA, et que nous reprenons dans notre fichier navette, et qui du coup détaille le nombre de séjours des GHM concernés pour chacune des SAC. Donc, on a le GHM, on a toutes les SA du GHM qui s'affichent. Et donc, pour chaque GHM, on sait exactement le nombre de séjours de ce GHM qui sont passés par la SAC A, par la SAC B, par la SAC C, par la SMT A, par la SMT B, etc. Donc, on va pouvoir là regarder par GHM le parcours des séjours de chaque GHM. Et donc, on va pouvoir cerner aussi, hein, par là, bah, si on est passé dans une SAC qui elle-même, on l'avait analysée avant, avait un coût unitaire qui était très différent de la référence ou en évolution très significative par rapport à N-1, bah, ça va expliquer une partie, évidemment, de mon évolution, de mon coût brut moyen, de mon GHM. On a un tableau finesse qui est sur la décomposition donc des coûts des GHM, donc il s'appelle décomp GHM. Et là, ce sont les coûts décomposés des GHM. Alors, les coûts décomposés comparés à l'année précédente, les coûts décomposés comparés à la référence. Et puis, un dernier fichier très important depuis un an ou deux maintenant, qui est sur la consommation des unités d'œuvre des différentes SA par GHM et par nature de SMT. Donc, on va avoir du coup, par exemple, la SMT bloc, chez nous, bloc central, par exemple, la bloc multidisciplinaire cette année, qui va donc avoir chez nous notre établissement XICR, alors que l'année dernière, chez nous, toujours, il y en avait Y, et dans la référence, eh bien, il y en a Z. Et là, on va voir si les écarts sont énormes. Eh bien, ça peut être dû à un nombre d'ICR différents, puisque vous l'avez vu tout à l'heure avec Nathalie, le coût unitaire, il est composé de charges imputées, mais évidemment du haut déclaré, donc produite, donc consommée par chaque séjour. Si évidemment je consomme beaucoup d'ICR, même si mon coût unitaire il est tout à fait dans la moyenne, tout à fait normal par rapport à la référence, c'est peut-être le nombre d'ICR qui est très important, qui multiplié par un coût unitaire normal
va faire pourtant un coût très important pour le séjour. On a un troisième fichier qui là est une décomposition des coûts en détail. Donc là, c'est vraiment finalement poste à poste, hein. On va avoir tous les postes différents, alors qu'avant, c'était plutôt par grosse catégorie de postes. Là, on va avoir un coût décomposé par nature de charge. On va avoir les personnels, on va avoir vraiment par nature de charge. Et enfin, dernier fichier qui va vous aider à analyser ces atypies. Autant là, tous ces trois premiers fichiers sont globalisés, c'est-à-dire que par GHM, vous avez une moyenne de vos séjours en décomposition des coûts, mais vous avez aussi la possibilité de visualiser pour chaque GHM le détail de vos séjours, puisque vous avez votre base de coûts qui est dans Visual ENC. Du coup, nous, superviseurs, on n'y a pas accès à ce détail par séjour, mais vous l'avez, et donc vous allez pouvoir même analyser encore plus finement, identifier plus finement qu'est-ce qui a du coup conduit à peut-être une DMS moyenne très différente de la référence. C'est là vous allez voir que la vôtre de DMS, pour un certain nombre de séjours de ce GHM, eh bien, il est très importante et qu'il y a peut-être 2 séjours avec 40 jours de séjour qui fait que la DMS de ce GHM a flambé cette année. Donc, très important, tous ces fichiers donnent des détails un peu différents qui éclairent évidemment vos écarts, vos atypies. On va faire quelques petits exemples. Pour le premier GHM, le 14C08A, césarienne pour grossesse unique sans complications significatives, on a vu qu'il était en atypie, ce GHM, via le tableau de contrôle 11.1, qui du coup nous a dit que eh bien, ce GHM, 80 séjours en 2020, là, 102 en 2019, a une DMS de 5,24 jours. Elle en avait une de 5,50 en 2019. Donc déjà, on sait que l'évolution, s'il y a évolution, ce n'est pas à cause de la DMS entre 2019 et 2020. La DMS nationale, par contre, est à 5,26. Pareil donc que notre DMS 2020. C'est sûrement pas la DMS qui fait une différence de coût chez nous. On n'a pas évidemment de réa, on est sur une césarienne, ni dans la DMS nationale, ni dans la nôtre. On a un coût brut moyen de 2020 à 5 792 euros. L'année dernière aussi, on était assez élevé à 5 200 euros. Mais la référence est à 3 700 à peu près euros. Donc, on est en écart en augmentation, N-1 de plus 11%, mais surtout, on est en écart avec la référence pour plus 57%. Peu de dispersion de coûts dans nos établissements, hein, puisque on est avec un taux de dispersion de 17%, ce qui est une dispersion très faible. Et puis l'indicateur de fiabilité du coût moyen de référence est bon. Donc là, eh ben, creusons pourquoi est-ce qu'on est en écart. Et là, vraiment, nos tableaux différents, nos tableaux de contrôle et les fichiers différents vont nous permettre de démasquer, de déceler qu'est-ce qui pêche chez nous. Je vais prendre déjà mon parcours. Alors évidemment, on peut ne pas commencer par le parcours du tout, on peut commencer à analyser déjà, de savoir eh bien, si on a dans les coûts, quand on analyse dans un fichier de coûts, sur quel poste porte l'écart. Mais aussi, on peut commencer par le parcours. Donc là, je commence par le parcours et je filtre du coup dans mon fichier de parcours sur mon GHM 14C08A. Là, je vois que j'ai bien mes 80 séjours hein, déjà qui sont concernés et que j'en ai 2 qui passent par du soin continu. Bon, c'est pas ça qui va non plus me faire que j'ai 50% de plus par rapport à la référence. C'est pas 2 séjours. J'en aurais 40 qui passent par l'unité de soins continu. Là, je pourrais me poser des questions. Mais là, ça me pose pour l'instant pas question. Et j'ai une prise en charge en sac de maternité, ce qui est tout à fait courant quand même pour de la césarienne.
Et puis, je suis passée en bloc obstétrique, tout à fait normal, et en anesthésiologie, tout à fait normal. Donc, je note déjà tout ça et je vais aller, par contre, analyser maintenant par rapport à ce que vous a montré Nathalie, c'est-à-dire, eh bien, quel est mon coût de ma SAC, maternité, quel est mon coût de ma SMT bloc obstétrique, quel est mon coût de ma SMT anesthésiologie. Peut-être que c'est l'une de ces trois SA qui va expliquer mon écart. Donc, l'écart à la référence, on l'avait vu tout à l'heure, de 2000 et quelques euros. Là, on va du coup aller regarder dans le détail de décomposition des GHM, donc dans mon fichier décomp GHM, qui a, vous savez, trois onglets, tout à l'heure on l'a vu, un avec l'écart NN-1, un avec l'écart N référence et un onglet sur les consommations du haut. Donc là, pareil, je viens filtrer sur mon 14C08A. Donc j'ai mon coût brut moyen de l'année N qui est à 5 792 euros et qui se décompose en SAC pour 891 euros, SMT bloc obstétrique pour 2747, etc. Jusqu'à les différents compartiments global d'une décomposition de GHM. J'ai la même chose pour la référence et donc je viens les mettre l'un en face de l'autre pour déterminer quel poste finalement est le plus en écart. Donc je m'aperçois que le N moins la référence sur le coût brut, ça fait 2103 euros, mais qu'il porte en particulier sur les charges de SMT bloc obstétrique, 1700 euros. Et sur les SAC, pour 269 euros aussi. Et donc, je prends évidemment ces deux informations, puisque maintenant, je concentre mon analyse sur les sacs et sur les blocs, et surtout sur les blocs, puisque vraiment, le gros de l'écart, c'est là. Nathalie? Alors, merci bien. Après, du coup, au niveau du bloc obstétrique, j'ai du coup, alors je ne sais pas si c'est bien d'aller là-dessus tout de suite. Est-ce que tu peux regarder si, sur le slide d'après si les coûts du bloc obstétrique sont, s'il y a un slide sur les coûts de bloc obstétrique, Nathalie? Non, on les a pas ressortis. Ok. Donc là, on peut effectivement d'abord passer par le fait que est-ce que mon bloc obstétrique a un coût unitaire différent et en écart avec la référence? Oui, non. Là, en l'occurrence, c'est le cas, puisque c'est écrit là, en fait, hein, dans le commentaire en dessous des tableaux. L'écart est expliqué par le coût unitaire du bloc obstétrique, donc je vais oublier le bloc opératoire pour l'instant, référence à 6,77, là où on a une référence pour l'établissement, un coût pour l'établissement unitaire du bloc obstétrique à 8,96. Donc là, on s'aperçoit qu'on a déjà par ICR, on se prend 2 euros et quelques. C'est vrai que ça va évidemment justifier, on va dire, expliquer qu'on ait 1700 euros d'écart sur la SMT bloc. Mais peut-être pas que. Là, de regarder en fait les consommations d'ICR par type de SMT va nous éclairer sur autre chose. D'abord, du coup, pareil, on refiltre hein, sur notre onglet des UO, des consommations d'UO, et du coup, on zoome sur nos SMT blocs, blocs obstétriques, et on s'aperçoit là, en fait, hein, qu'on a une référence qui n'a pas que du bloc obstétrique, qui a aussi un peu de bloc opératoire, parce que dans la référence, il y a des établissements qui ont une prise en charge de leur césarienne au bloc chirurgical, dans une salle peut-être spécifique, mais en tout cas qui ne font pas de distinction entre le bloc chirurgical et le bloc pour césarienne, bloc obstétrique. Et puis, on le voit aussi dans cet établissement, il n'y a pas de salle d'accouchement non plus. Dans la décomposition, on le voit,
il n'y a pas de salle d'accouchement. Donc finalement, les salles d'accouchement dans cet établissement sont rassemblées avec le bloc obstétrique, ce qui peut évidemment générer des écarts avec la référence, si la référence a une partie des établissements dont les accouchements par voie basse passent non pas par le bloc obstétrique, mais évidemment par les salles d'accouchement. Donc du coup, on voit bien que là, c'est des informations assez capitales pour l'analyse de nos GHM. Alors, il y a une question, je vais la lire tout fort parce qu'en fait, Nathalie ne les voit pas, donc ne peut pas vous répondre, Monsieur De Decker. Donc, une remarque, si elle est proche de 10% demandée, est-ce que l'augmentation du taux d'affectation des consommables au séjour ne risque pas de pénaliser certains GHM sur lesquels seront affectés des coûts directs identifiés plus une quote-part pratiquement inchangée de coûts communs répartis. Oui, alors on sort là mais ça peut expliquer des atypies, donc je réponds. Donc effectivement, quand on suit au séjour des consommables, on vide le compte de consommables d'un certain nombre de charges qui là vont être affectées directement au séjour. Donc évidemment que les GHM des séjours où il y a un suivi direct, vont prendre ce suivi direct, plus le résiduel des consommables, donc 90% des consommables qui vont être divisés à la journée via d'abord les sacs, mais à la journée ensuite, sur tous les séjours. Donc effectivement, ces GHM-là se prennent leurs propres consommables, évidemment, plus la ventilation générale à la journée. Mais pour répondre à votre question, normalement quand même, quand on suit 10%, ça veut dire qu'on suit un certain type de consommable coûteux, par exemple, ou bien qui est discriminant sur certains GHM, et que du coup, on espère que dans ces conditions, tous ces types de consommables qu'on a suivis, ne concernaient, ceux qu'on a suivis concernent que les GHM sur lesquels ils sont consommés. Donc, normalement, ça doit bien correctement vider le compte de consommables, je ne sais pas si je suis bien claire, des consommables justement discriminants et qui du coup vont plutôt être une bonne chose puisque ça va éviter qu'ils soient, eux, répartis sur des séjours qui n'ont absolument pas consommé ce type de consommables. Évidemment que si on suit 10% pour arriver aux 10% un peu non ciblé et non concentré sur justement cette idée de venir discriminer certains séjours, bien du coup, là, ça risque effectivement d'être un peu délétère. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Monsieur De Decker. Si vous pouvez compléter votre question, si ce n'est pas le cas. Donc, je reviens à mes consommations d'unités d'œuvre. Et les consommations d'unités d'œuvre, dans cette césarienne pour grossesse unique sans complication, du coup, l'écart d'ICR, on voit bien, il n'est pas véritablement un vrai écart, puisque si on additionne bloc obstétrique plus bloc opératoire, on se retrouve avec quasiment 359 ICR, donc on a à peu près le même nombre d'ICR. C'est donc pas une problématique de nombre d'ICR, mais bien de coût unitaire, en fait, qu'on a ici. Surtout que c'est vrai que la référence aussi est un peu biaisée, puisque le bloc opératoire a une référence à peu près à 1,64, quand un bloc obstétrique à 6,77. C'est vrai que là, on est à la fois sur un écart réel de l'établissement, puisqu'il est à 8,96, mais aussi un écart de la référence, puisque la référence passant par un bloc opératoire à 1,64, c'est un peu faible quand même pour de la césarienne. Donc là, on ne peut que vous préconiser
d'avoir des SAMT extrêmement fines, si possible, puisqu'on voit bien que la référence est touchée par un parcours des établissements, des parcours un peu différents des établissements, qui sont du coup lissants avec d'autres séjours. Et vous-même, vous aurez du mal à analyser après vos coûts si vous rassemblez tout dans la même SCMT, que ce soit les salles d'accouchement qui ont un coût bien différent quand même du bloc de césarienne, qui s'apparente plutôt justement à un bloc opératoire classique, même s'il y a des coûts supplémentaires. Je pense que j'ai un peu résumé. Là aussi, hein, l'importance donc à la fin de distinguer le bloc obstétrique des salles d'accouchement, je vous l'ai dit. Voilà. Donc quand vous avez du coup analysé tous ces éléments-là, eh bien, évidemment que le superviseur a fait cet exercice aussi. Il va le faire, s'il ne l'a pas fait évidemment en V1, on fait rarement ce genre d'exercice parce que vous l'avez compris, de là dépend évidemment des autres données précédentes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait à la fin quand toutes les autres données sont justes. Même pour vous, hein, quand vous êtes sûr de vos autres coûts, alors du coup on s'attaque à ce parcours et du coup au parcours des séjours et donc à l'analyse des atypies GHM. Mais une fois que c'est fait, alors le superviseur va réaliser cette analyse, mais le superviseur va la réaliser évidemment d'une manière extrêmement chiffrée sur les tableaux de contrôle qu'il voit. Et il n'aura aucune analyse terrain évidemment là-dessus. Là, par exemple, il va écrire que l'écart 2020 référence porte sur les charges cliniques et les charges de SMT. Il va aller plus loin, il va dire que c'est le bloc obstétrique. Donc, le parcours des séjours passe en sac maternité, dont le coût de référence est supérieur à la référence peut-être, mais de 42%, donc ce qui explique une part de l'écart sur les charges cliniques. Deuxième type d'écart, l'écart qui est sur les SMT comprend à la fois la problématique de coût du bloc obstétrique qui est supérieur à la référence, mais aussi un écart, donc là, volume pour un petit peu, puisque en fait, mais là c'est plutôt une mauvaise analyse, on va dire, puisque on est sur un acte aussi qui passe parfois pour la référence par le bloc général, comme je vous l'ai dit, et que l'un dans l'autre, le nombre d'ICR n'est pas du tout à prendre en compte. Donc là, le superviseur, vous pouvez lui dire non, en fait, moi j'ai bien 347 ICR et c'est normal pour une césarienne d'avoir à peu près 350 ICR pour une césarienne. Et du coup, si tu veux passer à la slide suivante, Nathalie, là, on a le commentaire du coup attendu de l'établissement, puisque lui, par rapport à l'analyse du superviseur, il doit évidemment regarder pourquoi il est en écart sur sa SAC. Donc ça, il a dû faire l'analyse comme vous l'avez vu avec Nathalie précédemment, c'est-à-dire que si la SAC maternité est en écart avec la référence de plus de 42%, pourquoi? Donc là, on voit bien que ça rejaillit hein, sur les séjours, sur les coûts des séjours. Et puis, sur le côté coût des SMT, coût de la SMT, c'est pareil. L'exercice a dû déjà être fait, mais là, du coup, il prend tout son sens, puisque là, on voit bien que ça conduit à des impacts, que le coût du bloc obstétrique soit supérieur à celui de la référence. Voilà. Et puis, c'est vrai que l'établissement, lui, il peut aussi avoir une analyse extrêmement médico-économique, puisque connaissant son établissement, il sait pourquoi c'est comme ça dans son établissement. Là, la clinique en question, avec un volume d'accouchement qui est plutôt faible, évidemment, se retrouve avec d'une part des sages-femmes qui sont réglementairement à un certain nombre de toute façon. Donc, évidemment, il aura un coût qui sera plus élevé que la référence sur son bloc obstétrique. Et puis, comme il se retrouve à mutualiser plusieurs salles,
eh bien, ils se retrouvent avec les mêmes personnels finalement qui vont être à la fois potentiellement sur le côté salle d'accouchement et sur le côté bloc obstétrique. Cette mutualisation ne permettant pas du coup d'être très fin dans un découpage analytique plus fin en SMT, salle d'accouchement et bloc obstétrique, l'établissement n'a pas la possibilité d'avoir deux SMT. Donc voilà, dans cette analyse, nous, on s'attend à avoir des informations, des arguments qui soient apportés par l'établissement au-delà de l'analyse que peut faire le superviseur sur le simple parcours et les coûts. Mais vous, évidemment, pour pouvoir aboutir à aller plus loin, il va falloir que vous ayez aussi ce cheminement, parce que si vous ne l'avez pas, ben, vous n'allez pas forcément rentrer dans la typie et pouvoir du coup bien la cerner et bien l'analyser. Allez, on passe au deuxième exemple. Là, on a du coup pris un GHM 06M 071, donc un GHM de médecine de niveau 1. On a du coup là 41 séjours en année N avec une DMS à 3,27. Là où l'année dernière, on avait une DMS à 2,70 et une DMS nationale à 2,54. Donc, on a déjà une DMS supérieure à la référence et supérieure à N-1 de quasiment 0,50 entre N-1 et N et de 0,80 à peu près jours entre la DMS entre la DMS nationale et la DMS de l'établissement. Au niveau des coûts bruts moyens, on est à 2 820 €, là où l'année dernière on était à 1 567 et la référence est à 1 854. On se retrouve donc en écart, là où l'année dernière on n'était pas en écart. On a un indice de dispersion qui est très élevé à 82%. Du coup, ben là on se dit qu'il y a peut-être des séjours qui ont été plus coûteux que d'autres ou qui sont restés plus longtemps, ce qui justifierait que la DMS 2020 ait grimpé comme ça. Et on a un bon indicateur de fiabilité. Donc, on va analyser le parcours du patient. Vous voyez que dans les GHM de médecine, on se retrouve assez souvent quand même avec des parcours plutôt complexes. Ce qu'on va analyser comme complexe, c'est vrai, c'est quand on voit que sur un nombre total de séjours, eh bien, il y en a certains qui passent dans déjà différents sacs, c'est-à-dire que ce n'est pas un parcours unique sur une seule sac, comme on a vu la dernière fois, mais non, là, on peut être aussi rentré par les urgences ou bien passer par une UHCD, à être pris en charge dans une unité de chirurgie ou alors dans une unité de médecine différente, qu'il peut y avoir des enfants et des adultes. Voilà, là on est dans un parcours un peu complexe, donc qui pourrait évidemment justifier que l'analyse soit un peu délicate parce que ce ne sera pas une explication, mais une multiplicité d'explications qui va éclairer ces écarts. Donc là, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un passage en bloc pour ce GHM de médecine. Donc ça, c'est déjà un premier dans le parcours. C'est interpellant que ce GHM de médecine passe au bloc et qu'il y ait de l'anesthésie pour 23 séjours et qu'il y ait donc 24 séjours passant au bloc, dont 12 en bloc gynéco-obstétrique. Voilà, alors qu'on est dans des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc là, on prend nos fichiers de décomposition des coûts, donc entre N et N-1, parce que déjà on a un écart quand même significatif de coût brut moyen entre N et N-1. Là, eh bien, on voit que le coût brut moyen en année N, c'est 2820. Le coût brut N-1, c'est 1567. On voit que les écarts de coûts portent essentiellement sur
eh bien les sacs, avec 459 € d'écart. On a aussi une multiplicité d'écarts, on le voit sur le passage aux urgences, qui est peut-être plus important chez nous. Du coup, on a quand même des coûts moyens qui sont élevés, de plus 46 €. Laboratoire aussi, on est vraiment sur du plus, plus, plus. Donc, on augmente nos coûts en fait en interne. Et puis, on a une différence aussi, une évolution significative en LGG et puis en charge directe pour 340 €. Donc, c'est les trois là qui dépassent, on va dire, 100 € qu'on se dit, ben voilà, si on doit en choisir, on va choisir ces trois et on va essayer de les analyser. Je crois que là, il y a 2 slides identiques, il me semble, que j'avais vus. Peu importe. L'autre, il est à la référence. C'est D'accord. pratiquement les mêmes montants, OK. mais on Donc, était N-1 et là, on est à référence. OK. Donc, les charges cliniques, là, avec plus 440, on voit que les différents coûts journaliers des sacs concernés sont proches des coûts journaliers de référence, mais que c'est plutôt, du coup, la durée du séjour qui a augmenté en N par rapport à N-1. Au niveau des charges directes, donc là, on prend son fichier décomposé d'une manière détaillée, puisqu'on en a un qui est détaillé. Et là, on va aller voir que dans les charges directes, ce qui est très important et qui augmente, eh bien, c'est les SP facturables en sus. Les SP pharma facturables en sus. Donc, là, on a déjà analysé ces deux choses, la SAC, c'est la DMS, les charges directes, c'est, ben, on a une spé pharma facturable en sus sûrement plus supérieure ou plus coûteuse. Donc ça, il faudra évidemment bien le terrain pour le savoir, parce que c'est pas nous, on pourra mettre que ça, en fait, hein. Et les charges médico-techniques, du coup, là, avec un écart global qui est quand même significatif, puisque si on additionne toutes les SMT, ben, on voit que ça fait quand même un écart significatif. Donc là, on a l'anesthésie qui est en écart, et on voit que le coût unitaire de la section SMT anesthésie est en écart avec la référence, mais est-ce qu'elle est en écart avec l'augmentation NN-1? Je ne sais pas, puisque là, tu m'as repassé sur la référence. Donc, est-ce que tu pourrais me repasser sur l'écart NN-1? Du coup, ah oui, on ne les avait pas analysés, c'est pour ça, oui, d'accord. OK, donc très bien. Donc là, si on regardait les charges directes, comme on a fait, on a pris le fichier décomposition détail et on est allé voir effectivement les spé pharma facturables en sus, les autres, et on a bien vu que ça portait essentiellement sur les spé pharma facturables en sus, puisqu'on voit bien que les autres, c'est 175 pour 105 et peu pour le reste. On peut passer après. Donc, au niveau de cet exemple, si on reprend N-1, la référence, on a des évolutions finalement en coût unitaire, on a une évolution de DMS, on a une augmentation de consommation de spé pharma en N par rapport à N-1. Et alors, le dernier fichier qu'on va utiliser, c'est les consommations du haut. Alors, attention là-dessus au niveau des laboratoires, hein, parce que vous le voyez là, même si ça a été surligné par la personne qui l'a fait, cet exemple, on voit bien que les labos, ils n'ont pas du tout la même UO, hein. Donc, on a en N une SMT labo Valo euro pour 239, donc unité d'œuvre Valo euro. On a en N-1 une SMT labo qui était en B avec 441. Donc, on ne peut pas évidemment justifier des écarts là-dessus. Ce qu'on peut regarder, c'est par exemple la SMT labo ACP qui a la même unité d'œuvre. Et là, on est à 70 pour la référence, 179 pour N-1 et 127 pour N.
Donc on voit bien qu'il y a quand même une évolution et un écart à la référence qui est curieux. On a pour la SMT bloc obstétrique 51 ICR en N, 29 en N-1, et puis pour la référence, on va dire quasi rien. Il n'y a pas de bloc obstétrique généralement dans les autres établissements. Donc c'est bien moi qui me fais passer ces séjours-là en bloc obstétrique. Pourquoi? Donc c'est tout ça qu'il va falloir essayer d'analyser chez vous de façon à ce que vous nous disiez, ah ben oui, mais, ou peut-être corriger d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte aussi, peut-être qu'on passe, on a un rattachement de certains séjours sur des UF qui sont peut-être un peu erronés. Mais peut-être que c'est vrai, donc là, pour le coup, ça attend une justification, évidemment, écrite, donc dans ce qui va suivre. On peut peut-être passer juste à la slide d'après, Nathalie. Voilà, donc là, le commentaire de l'établissement qui était « J'ai une DMS de plus 28% et il y a le médicament de Stelara qui coûte 8 734 €, cette solution pour un patient n'est pas suffisante puisqu'on voit bien que l'écart de coût et avec la référence et entre N et N-1 avait bien d'autres raisons, bien d'autres causes. Certes, la DMS, elle est bien au-dessus pour 28%, mais dans cette DMS, nous, ce qu'on voudrait bien savoir, c'est est-ce que c'est uniquement du coup des patients qui sont restés longtemps, un problème de structure d'aval qui a fait qu'un patient est resté plus longtemps. Voilà, en tout cas, on a besoin d'avoir des explications de terrain. Et puis pour les atypies en volume du haut, évidemment, de SMT, là, on n'avait aucune explication et on attend évidemment une explication sur les problématiques, donc SAC, là, l'écart SAC, l'écart SMT, l'écart charge médicale. On n'attend pas des commentaires, du coup, juste sur certaines évolutions. Évidemment, tout ça, ça prend beaucoup de temps, donc on comprend que ce n'est pas facile à réaliser. On va passer à la slide suivante. Donc, on a dit, c'est vrai qu'on a besoin à la fin de comprendre un petit peu l'évolution et l'écart à la référence de nos coûts moyens bruts de GHM, parce que c'est finalement le clou de l'ENC, c'est de connaître justement et de comprendre ces coûts. En cours d'année, comme là, en fait, pour l'ENC, évidemment que ces tableaux-là, qui sont la décomposition en détail des coûts des GHM, et puis votre base de coûts, la décomposition en détail, comme je vous l'ai dit, ça représente le coût moyen des GHM, mais pas de chacun des séjours. Donc, vous avez aussi votre base de coûts. Et tout ça, finalement, tu peux remonter, s'il te plaît? Tout ça, finalement, est en lecture directe, puisque votre coût moyen, là, vous prenez votre GHM, c'est en lecture directe. Par exemple, on vous demande, vous êtes le contrôleur de gestion, et on vous demande de ressortir les coûts de vos GHM de prothèse de hanche. Voilà, vous allez filtrer sur votre prothèse de hanche dans vos tableaux de GHM, et vous allez avoir tous vos coûts moyens de GHM concernés. Et dans votre base de coûts, vous aurez même tout le détail de vos coûts décomposés avec le nombre de duos aussi consommés pour chacun de vos séjours de prothèse de hanche. Donc, vraiment, je pense que ces tableaux-là sont des trésors internes d'analyse médico-économique. Et aussi, ça peut vous servir pour de la prospective, pour du coup faire des prévisions pour le futur. On peut passer, Nathalie. J'arrivais pas à cliquer. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, on utilise le Finesse 21 ENCMCOD qu'on détaille et qui présente le coût moyen du GHM, du CASMIC de l'établissement, pas très décomposé, du coup, par chaque catégorie de charge, comme vous voyez là, spé pharma, facturable en sus, non facturable, DMI facturable, etc. Bref, on a vraiment la décomposition totale.
On a donc là filtré sur justement toutes les prothèses de hanche, niveau 1, niveau 2. On voit donc dans cet établissement le nombre de séjours concernés et puis on a toutes les décompositions, donc on peut savoir très finement jusqu'à les consommations de restauration, de LM, de structure, etc. Tout. Là, on vous a fait du coup un coût moyen total hors structure, donc on veut le retravailler, c'est un tableau Excel, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Et on peut aussi réaliser des sous-totaux selon des détails souhaités, par type de SA, pour les sacs par exemple, vous voulez savoir exactement vos services qu'on prend en charge, combien ils ont été du coup sollicités pour ces prises en charge de prothèses de hanche, etc. Ou par nature de charge, par exemple, vous voulez savoir le personnel soignant, combien pour ces prothèses de hanche. Voilà, vous allez pouvoir le décomposer comme vous le souhaitez. Voilà, je pense que c'est fini. Si tu peux passer à la dernière diapo qui nous dira bien que c'est fini. Voilà, donc désolé, on a dépassé de 5 minutes, mais je pense que ça valait le coup aussi d'un peu insister sur ces analyses de GHM qui sont évidemment en fin de période, en fin de campagne. Tout le monde est bien content d'avoir terminé, mais il faut quand même passer du temps, je pense, à analyser jusqu'au bout ces différentes atypies de coûts moyens bruts de GHM. Voilà.